L'idée d'un grand Paris apparaît il y a plus d'un siècle. Pendant longtemps, elle est restée associée à la volonté récemment s'est imposée dans la conscience collective que Paris et ses 2 millions d'habitants sauraient se projeter dans le futur sans regard. L'agglomération parisienne, comme toutes les grandes villes du monde, a connu une urbanisation exponentielle qui a modifié considérablement et rapidement construite par zones successives qui se sont juxtaposées autour de grands axes de circulation avec la création de la métropole du Grand Paris. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Notre invité ce soir donc, est Aurélien Bélanger, qui nous a fait l'honneur de venir jusqu'à Orléans. Aurélien Bélanger est né en 1980. C'est exact. Oui, à Laval, la ville palindrome. Vous avez vécu ensuite à Barentin, vous avez vécu dans l'Essonne. En 2010, vous publiez un premier livre chez Léo Cher, donc un livre consacré à Houellebecq, voilà, c'est ça. Entre-temps, vous avez fait des études de philosophie, mais vous n'avez pas fini votre thèse. Donc, en quelque sorte, le Houellebecq, c'est un peu votre thèse ou... C'est exactement ça. J'ai commencé la thèse et j'ai eu l'idée d'écrire un bouquin sur Houellebecq. J'ai dit à mon directeur de thèse que je prenais une année sabbatique et j'ai jamais raccroché. Et puis, finalement, après, c'est le roman. C'est le roman à partir de 2012 avec donc la théorie de l'information. Un premier livre qui est consacré à l'ascension en fait d'un personnage qui va, tout en commençant dans le Minitel, qui va faire fortune avec Internet, qui est donc une espèce de biographie romancée un peu du patron de la boîte Free. Et puis ensuite, on a en 2014 l'aménagement du territoire qui aura le prix de Flore. Autant le précédent était sur donc l'information, là on va être plutôt sur le TGV. Et puis donc en 2017, là qui est sorti en début d'année, le Grand Paris, qui va suivre à nouveau le début de carrière d'un personnage qui va, après avoir fait des études de commerce classiques, on peut dire, mais qui sont liées un peu à sa classe sociale et des choses comme ça. Donc, il avait plutôt une vie moyenne qui était prévue, et finalement, il va devenir un conseiller de Nicolas Sarkozy, qui va lancer l'idée donc du Grand Paris et de ce fameux réseau ferré qui fait le tour de Paris de transport en commun, qui est en ce moment en construction. J'ai lu récemment que les sociétés qui allaient travailler pour le Grand Paris avaient été distribuées. En fait, les marchés avaient été distribués il y a quelques semaines. Oui, la partie sud de la ligne circulaire, les travaux commencent tout juste. Je crois que les tunneliers tunnellent pas encore, mais on n'en est pas loin. Voilà. On n'a pas eu le temps du coup de passer vraiment dans la librairie, mais vous avez été libraire pendant un temps. Oui. Si vous aviez eu un peu de temps, vous seriez allé dans quel rayon ? Philo. Au rayon philo ? Réflexe, philo, ouais, toujours. Et c'est là que vous aviez travaillé à l'époque ou... En partie, et puis c'est là où j'achète plein de livres de philo, un peu moins maintenant, mais j'en achetais plein, j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour ce champ. D'accord. Je les lis pas, hein, mais je les achète. D'accord, oui, c'est le principal, hein, pour les libraires, c'est le principal. Oui, voilà, c'est les... Faut faire vivre l'édition. Et ce qui est amusant, c'est que je me suis rendu compte avec le recul que j'avais un rapport esthétique à la philosophie, m'intéressait que ce soit beau. Et j'ai encore aujourd'hui ce sentiment, je suis quelqu'un qui écoute pas de musique. Quand on écoute de la musique, je vois quand même ce que ça fait, hein, je suis pas débile, on visualise des choses qui sont pas directement spatiales, mais on a une sorte de mentalisation bizarre, des formes comme ça qui s'entrepénètrent. Enfin, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'on écoute de la musique. Et en fait, la philosophie, c'est pareil, on voit les concepts qui bougent, c'est un peu en deçà du stade linguistique, on n'a pas encore les mots, mais on voit les choses, on a les intuitions. Et tout le génie des grands philosophes, c'est un peu le philosophe écrivain pur qui serait par exemple le Ludwig Wittgenstein, c'est de réussir à informer de l'extérieur cette forme. En fait, c'est comme si l'essentiel ne pouvait, enfin, cette fameuse phrase, l'essentiel peut pas être dit, mais on peut s'en approcher le plus près et essayer comme ça de faire le tour de ce qu'on peut pas dire, mais qu'on pressent quand même. Quand j'ai arrêté ma thèse, je me suis mis à écrire des romans. J'ai fait que tricher, en fait. On fait semblant de connaître des choses, on les connaît pas vraiment. On fait semblant de dire des choses vraies, elles sont pas vraiment vraies. On fait des assertions et en fait, c'est pas vrai. Il y a un tel mélange d'informations vraies et fausses que moi-même, au bout d'un moment, je suis plus complètement capable de savoir ce que j'ai inventé ou pas dans les romans. Ce qui fait que l'objet est pas tout à fait sérieux, enfin sérieux littérairement oui, mais à partir du moment où ça tient bien ensemble, pas besoin de le justifier de l'extérieur. Une thèse, c'est quand même le mythe d'un truc qui tient pas de l'intérieur, qui tient de l'extérieur, qui est un petit livre qu'on range dans les grandes étagères comme ça, de la bibliothèque totale du savoir. J'avais fait un mémoire, moi ça avait été un grand traumatisme, j'avais fait un mémoire de maîtrise de philosophie, j'avais consacré au bouquin, d'où l'effet sosie, au bouquin de Michel Foucault sur Raymond Roussel, et ça traitait de la question qui est en fait pour moi, quand j'ai découvert ça, ça a été une angoisse totale, parce que Raymond Roussel, il avait des techniques d'écriture encore plus poussées, encore plus dingues que celles de l'écrivain du début du siècle, encore plus dingues et plus poussées que celles de Pérec. Et donc il y avait l'idée d'automatiser l'acte de création littéraire, et
ce moment-là, j'étais tombé sur la nouvelle très connue de Borges, qui est peut-être sa nouvelle, son chef-d'œuvre, La Bibliothèque de Babel, où il imagine une bibliothèque et une combinatoire de tous les livres disponibles. Et en fait, quand on a cette idée, d'un coup, toute œuvre littéraire apparaît extrêmement modeste, parce qu'elles sont toutes effectivement contenues dans la Bibliothèque de Babel. Et il y a un moment vraiment, je me souviens, j'avais genre 22 ans, 23 ans, il y a un moment de pure mélancolie pendant que j'écrivais ce mémoire de maîtrise, oui, c'est vrai, le livre qui raconte la totalité de ma vie existe, le livre qui raconte que ce livre-là existe est faux, le livre qui donne la vérité ultime sur l'univers existe, comme existe le livre qui réfute ce livre. Et malgré tout, même si c'est pas que ça, l'aspect strictement combinatoire, chaque livre est un jeu de lettres, me reste encore une source d'angoisse que j'ai conjurée avec mon premier livre, La théorie de l'information, en disant finalement, qu'est-ce qu'un roman, qu'est-ce que la littérature, c'est seulement de la mise en forme de l'information. Et que finalement, entre le code informatique et la littérature, on fait à peu près le même job quand on essaie de fabriquer des objets qui soient à peu près compréhensibles et qui obéissent à des belles normes de design. Design au sens où c'est pas trop douloureux pour un cerveau humain de lire un de mes livres, c'est pas trop douloureux pour quelqu'un qui a une connaissance informatique nulle de manipuler un logiciel bien dessiné. Et alors justement, puisqu'on est sur la littérature, est-ce qu'il y a une vision justement, vous, du roman que vous avez envie de défendre dans votre littérature, ou est-ce que justement vous construisez votre littérature contre quelque chose ? J'ai récemment lu quasiment pas tout, j'ai lu un tiers, parce que c'est des gros livres, romans de Dickens. C'est quelque chose qui me fascine, je tendrai jamais vers ça, c'est vraiment peut-être le plus grand romancier pur de tous les temps. Et je sais que je ferai jamais ça. Donc voilà, ça me fascine, mais je sais que c'est pas ma veine. Moi, ma veine, elle est quand même un peu plus, entre guillemets, proustienne. J'aime bien avoir des réminiscences, etc. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour les romans très très tenus, difficiles à lire de Julien Gracq, mais où il développe très peu d'idées développées en totalité. C'est quelque chose d'extrêmement, presque c'est comme des théorèmes mathématiques. Il y a aucune autre idée que les très maigres idées du résumé, mais par contre ça donne un bouquin de 600 pages. Qu'est-ce que c'est que le désir de guerre d'une civilisation vieillissante ? Ça donne Le Rivage des Sirtes, mais il tire ça. Et sinon, plus modestement, non, c'est pas modeste du tout, mais c'est un roman qui est... le canon, en tout cas, c'est ce quand j'écrivais, je venais de lire Balzac quand j'ai écrit La théorie de l'information, et le canon absolu, c'était Les Illusions perdues, qui est vraiment peut-être le coup de force le plus réussi de Balzac. Il a fait plein de chefs-d'œuvre, mais les Illusions perdues, il y a à la fois tout l'aspect histoire d'amour, etc., tout l'aspect ascension sociale de Rubempré qui vient à Paris. Il raconte à la perfection le monde de la presse, de la grande presse naissante, à peu près comme moi je raconterai plus tard l'arrivée du Minitel et l'arrivée des nouveaux riches du Minitel et des nouveaux riches de la société de l'information. Ce qui, d'un point de vue de romancier, c'est très libérateur, parce qu'on dit à tout moment, on a le droit de balancer de la technique, et je m'en suis pas privé avec la théorie de l'information. Donc vous inscrivez dans une veine plutôt classique du roman, on va dire, vous n'êtes pas un... C'est tout le jeu, et c'est assez artificiel, mais c'est de considérer que le roman, il a atteint sa forme classique au 19e, et que donc il y a eu plein d'évolutions, il y a eu plein de romans géniaux après, etc. Puis c'est déjà il y a 2 siècles, faut pas fétichiser une forme, mais disons que le 19e siècle, même si je pense que les poètes sont supérieurs aux écrivains et encore les dramaturges du 19e siècle, mais c'est le moment où le roman devient hégémonique. Chose qui est assez contestée aujourd'hui. Il y a des gens qui disent on en a marre du roman hégémonique, qui disent que le récit c'est mieux, qui disent que plein d'autres formes sont mieux. Moi, je suis vraiment un héritier de l'hégémonie du roman. Pour moi, le roman est la forme littéraire, peut-être pas la mieux, mais la plus adaptée à ma structuration mentale. Je sais que c'est dans le roman que que mon cerveau marche le mieux. Dans vos trois romans, c'est vraiment quelque chose de très français. On a cette période à partir de la seconde moitié du XXe siècle qui a l'air de vous fasciner avec donc le TGV, avec la façon dont le territoire a été construit. Et on est vraiment sur un truc alors à la fois historique, donc sur cette période, et aussi sur l'Hexagone. On est vraiment sur la France. Une France très centralisée, telle qu'elle est. Qu'est-ce que ça vous permet de dire en fait ce territoire hexagonal ? Déjà, moi, c'était mon territoire. Enfin, quand je l'ai trouvé dès le premier livre, ça a été mon territoire de fiction idéale. Je pense que j'y tournerai pas toujours. Je vais essayer de faire autre chose, mais raconter les grandes mythologies de la France, même pas contemporaine, des grandes mythologies qui ont connu leur apogée quand j'avais 10 ans à peu près, dans les années 90, quoi. Raconter ça, je m'y suis senti très à l'aise parce que, parce que je suis très français et que j'ai un rapport, comme tout Français, comme tout bon Français, j'ai un rapport assez ambigu à l'État. Je pense que, où qu'on aille, même dans les portions les plus insurgées de la province, chaque Français cache un Jacobin au fond de lui, en fait. Les Français... Moi, j'ai un peu étudié dans mon roman, plus spécifiquement l'aménagement du territoire, parce que le point de départ, c'est... qu'est-ce que c'est que la Mayenne, ce département qui fait pas de vagues,
mais où il y a 2 siècles, ça a été la Syrie en fait. Ça a été une guerre civile extrêmement violente, avec des égorgements dans tous les sens, etc. Pourquoi ce département d'un coup est déshistorisé et devient le département de Lactel et de quelques... Voilà. Ça m'avait intéressé, cette tension, parce que je me dis, quand même, par mon histoire familiale, je devrais être un petit peu anti-jacobin, par nature, en fait, par imprégnation, et puis en fait, pas tellement. En fait. Et même dans ce département, les gens ont un rapport assez fou à l'État. Ils détestent l'État, ils trouvent que tout le monde est nul, mais l'État est encore invoqué comme le Très-Haut, comme un lieutenant de Dieu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une névrose française, profonde, probablement parce que la France, c'est pas vraiment une nation, c'est un assemblage composite de nations. Le peuple français existe que dans son rapport dialectique à l'État. C'est pas une entité comme a pu être un moment le peuple germanique, etc., ou même le peuple anglo-saxon. À un moment, il fallait que j'aille affronter l'endroit où ça se passe, qui est la capitale de la France. Paris, la France est un pays où la question de Paris est absolument pas indifférente, n'est pas réglée et sera probablement jamais réglée. Il y a un jeu comme ça, Paris-Province, qui est extrêmement structurant, donc je voulais aller regarder ça. Ensuite, je suis content d'ailleurs parce que j'ai un côté, chaque bouquin porte sur une mythologie française, le TGV, le Minitel, là, le Paris. Et mon premier livre sur Houellebecq est devenu à lui seul une mythologie française. Donc en fait, c'est devenu lui aussi une grande passion française. Donc finalement, ça marche. Oui, c'est le 4e volume dans la... Donc voilà, ça marche, ça fait une tétralogie finalement. C'est des moments où même Paris, les Français ont quand même un rapport assez fort à Paris, plus belle ville du monde, on entend tout le temps Champs-Élysées, plus belle avenue du monde. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est quelque chose de très structurant pour l'imaginaire national. Et c'est quand même intéressant d'aller voir les mythes en les prenant au premier degré et en assumant qu'en tant que Français, je suis quand même... je peux pas être complètement... Enfin, je suis ironique en fait. J'ai conscience que c'est un peu faux, mais j'ai quand même un penchant de moi à avoir tendance à penser que c'est vrai. Donc je vais regarder des mythologies, mais pas pour juger mes contemporains, en m'incluant parmi mes contemporains et en allant regarder. La question, par exemple, de mon rapport à l'État, quel est mon rapport, moi, personnel à l'État, c'est ce que j'ai voulu voir plus spécifiquement dans ce livre. C'est intéressant que vous utilisiez le terme de mythologie, parce qu'effectivement, on peut penser à Barthes dans cette façon de cataloguer certains... Ah ben, là, je suis certain, là, je l'ai fait beaucoup, là, le Grand Paris, en fait, l'objet, c'est pas tant le Grand Paris. Il y a eu une rivalité à un moment sur le titre, le livre a failli s'appeler 93. L'objet, c'était de désigner le 93 comme entité territoriale, je caricature, maléfique au cœur de l'Île-de-France, comme chose non réglée, qui est passée, pour aller très très vite, du rouge du communisme au vert de l'islam, dans la mythologie française. Et je pense que Roland Barthes aurait fait le 93 comme mythologie. C'est-à-dire, à un moment, le 93, les gens s'en foutent complètement d'y aller, d'ailleurs ils n'y vont pas, c'est un grand fantasme, il ne faut pas y aller. Beaucoup moins aujourd'hui, hein, mais il y a 10 ou 15 ans, les gens me racontent, moi quand je suis arrivé à Paris, mes parents m'ont dit, tu ne vas pas dans le 93, c'était la jungle urbaine, c'était tabou. À un niveau de mythologie tel que c'était irrésistible d'aller regarder. Et donc, m'intéressait, c'est là où le livre était un peu difficile, c'est que j'avais pas envie de rendre justice faire un bouquin de banlieue pour rendre justice à un territoire injustement caricaturé. J'avais envie d'assumer vraiment frontalement la caricature. Du coup, j'ai fabriqué un personnage qui est né... alors moi, je suis né dans l'Essonne, enfin j'ai grandi dans l'Essonne, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de quelqu'un qui avait grandi de l'extérieur et qui avait vu émerger dans les années 80-90 cette mythologie, et qui l'avait terrifié. En tant que la France, très largement, s'est amusée à avoir peur du 93, et ça a abouti, en fait, les 2 grandes conséquences de cette grande peur du 93 sont les émeutes de 2005, et instantanément, le Grand Paris Express. Parce que le Grand Paris Express, en fait, un tiers des gares sont aujourd'hui dans le 93, dont une à Clichy-Montfermeil, là où sont parties les émeutes de 95, il n'y aurait probablement pas eu le Grand Paris Express, sous cette forme aussi accélérée par la politique. Il y avait des projets de la RATP, il y avait plein de choses, il y avait plein de projets de métro, mais ça serait probablement pas fait s'il n'y avait pas eu les émeutes. Donc il y a malgré tout des choses... Enfin voilà, tout ça m'intéressait. Oui, vous avez parlé donc de ce personnage que vous avez inventé, donc qui permet d'avoir un regard particulier sur le 93. Le premier roman aussi suivait comme ça un personnage de près, contrairement au deuxième où c'était plus choral, quoi. Il y avait plus de personnages. Et dans le premier roman, le personnage était il était ridicule, on peut dire, par moments. Il y avait de quoi en rire, etc. Là, dans celui-là, déjà, bon, c'est le personnage qui parle, donc c'est plus difficile de le rendre ridicule. Oui. Et est-ce que même il y avait de votre part peut-être une volonté d'avoir un personnage
enfin, d'être peut-être plus bienveillant avec le personnage, enfin, plus ambivalent entre guillemets, qu'il soit pas complètement. L'idée, c'est qu'en fait, il est un peu, il est caricatural. À un moment, il se rend compte. Il fait des orgies de Red Bull, des choses comme ça. Non, mais c'est le premier temps de sa vie, il a pas tellement d'ambition, mais son absence d'ambition, vu qu'il est né plutôt dans les beaux quartiers de Paris et que c'est plutôt un héritier, parce qu'il est l'héritier d'une grande dynastie d'urbanistes, son absence d'ambition le pousse à faire une très bonne école de commerce à Cergy-Pontoise, et voilà, donc il se dit quand même, la reproduction sociale marche bien. Il est pas dupe, il sait qu'il est programmé, et puis il passe quand enfant devant la Défense, et il se dit, voilà, je suis programmé pour perpétuer la domination française sur le monde et devenir moi-même un singe savant du capitalisme et à intégrer les grands plateaux vitrés de la Défense. Il veut y aller volontairement, donc il est pas dupe, il sait que tout ça est un peu artificiel, mais il est pas non plus dans un rapport de crispation aux choses, là c'est horrible, je suis un héritier. Il y va. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'introduire un dérèglement. Et en fait, il a un parcours très alsacien, à la Rastignac, qui naît un peu en banlieue, donc c'est quand même pas Angoulême, faut pas exagérer, il naît en banlieue, plutôt du bon côté, et il va arriver dans le triangle d'or, donc le triangle de rue autour de l'Élysée, le quartier le plus riche de Paris, et là où se concentre le pouvoir en France. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est là où il est intéressant, et c'est pour ça qu'il raconte son parcours, c'est qu'en fait, il va se dérégler, la machine va se dérégler. Il va pas juste aller, le roman va pas être une ascension sociale, ça va être une bascule, et j'avais l'idée dès le début, donc ça a pris plein de formes, etc., ça a été modifié, mais l'idée vraiment le point de départ du bouquin, c'est que je voulais qu'il naisse à l'ouest de Paris, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, et je voulais qu'il aille volontairement vivre dans le 93, et pas vivre dans le 93 comme un bobo chassé par la pression immobilière qui va s'installer à la périphérie, toucher Paris. Je voulais qu'il aille au cœur du 93, dans une ville qui est pas nommée, mais qui ressemble à Sevran, à Livry-Gargan, enfin qui est vraiment une sorte d'enfouissement comme ça, dans un endroit où personne ne va jamais volontairement. C'est pour ça que le 93 est si pauvre, parce que le 93 c'est la porte d'entrée de l'immigration en France, et les gens dès qu'ils s'enrichissent un petit peu, ils partent en fait, c'est pour ça, donc c'est pas un endroit, enfin c'est pas une destination... C'est pas une destination, c'est une sorte de tremplin. C'est d'ailleurs comme ça qu'avaient été conçues les grandes barres de la Courneuve, c'était une sorte de tamis pour trier les gens, les gens allaient arriver du monde entier et de la campagne, et puis on allait les mettre dans la grande barre des 4000 à la Courneuve, on allait secouer ça, et puis les bons s'en iraient en fait, et puis on recruterait, au bout d'un moment il reste plus que des pauvres, c'est un peu le problème, ouais. Enfin voilà, je voulais raconter ce dérèglement, et c'est la partie un peu romanesque du bouquin, c'est qu'il y a deux parties en fait, il y a une partie très sociologique, je vais raconter, c'est un sociotype, c'est un héritier, etc., qui va devenir un jeune homme de droite, qui va intégrer un gouvernement de droite, etc., le gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2007, et je voulais raconter ce dérèglement. Là il va faire quelque chose d'exceptionnel, il va échapper à ces déterminismes sociaux, et l'opérateur de transition en fait c'est Paris, c'est par passion pour Paris, il peut pas son passage de l'ouest à l'est, c'est une façon d'être un métropolitain total. Et à un moment, l'une de ses compagnes avec qui ça se passe pas bien, dit qu'en fait il a échoué à être un Parisien, il n'est qu'un banlieusard, et soudain il a une révélation. Non, oui, je suis un banlieusard, je suis pas un Parisien, je suis un banlieusard, je suis un grand Parisien. Et là, soudain, il dit oui, j'ai réussi, moi, à être l'intégration. Et c'est quelque chose, c'est extrêmement anecdotique, mais dans les clips de hip-hop des années 80-90, il y avait une représentation de ces citadelles de bars qui regardaient de loin Paris avec convoitise et haine. Ça a donné jusqu'à la caricature, le clip très brutal de Justice en 2007, on voyait une bande de jeunes qui débarquaient pour casser la gueule aux bourgeois dans Paris. Et aujourd'hui, j'ai eu une révélation récemment, je connaissais pas du tout, j'ai vu le clip de Onizuka de PNL, où on n'est plus du tout dans une dialectique périphérie-centre, on est sur une mythologie strictement banlieusarde. Ça se passe locale, vraiment. En plus, je reconnaissais, parce que j'ai grandi en Essonne, je reconnaissais un petit peu la mocheté ordinaire de l'Essonne, et le Grand Paris Express, c'est ça, c'est quelque chose qui va casser, alors pour le coup c'est très français, c'est casser la malédiction des radiales, et faire des tangentiels. C'est un peu encore le thème de l'aménagement du territoire. La France, c'est un pays tellement jacobin qu'au bout d'un moment, il faut casser cette toile d'araignée centrée sur Paris et il faut essayer de fabriquer les tangentiels. Donc ça donne l'autoroute des estuaires, ça donne plein de choses. Et le Grand Paris Express, le projet de métro automatique, est l'une des reformulations de ce rêve régulier, quoi. Il y a deux projets concurrents, il y a le RER, projet hyper centralisé sur les Halles, et puis il y a son concurrent qui est juste une sorte de truc beaucoup plus liquide. On va faire circuler les quartiers périphériques entre eux, et par cette circulation, on va les arracher à ce destin périphérique, et miracle des miracles, ça marchera jamais évidemment, mais on va faire de Paris le périphérique de sa propre banlieue. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que mon personnage conçoit le Grand Paris. C'est une sorte d'objet comme ça. Mais c'est encore très français, c'est encore une caricature de l'esprit français. Jamais un Anglais penserait comme ça. En France, on pense que quand il y a des problèmes, les infrastructures vont résoudre les problèmes. En Angleterre, quand il y a des problèmes, bon, il y a des problèmes en fait. Il n'y a pas d'idée miraculeuse. En France, on pense vraiment, ok, la crise des banlieues, ok,
on va mettre 30 milliards dans le projet de métro automatique le plus moderne du monde. C'est très français comme façon de concevoir les choses, et assez touchante. Plein d'échecs et plein de réussites. Ouais. Bah là, il y a un suspense, on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, ça va renchérir le prix de l'immobilier. Non mais c'est sûr, ça va être un objet, c'est déjà un objet de spéculation immobilière. C'est intéressant que vous parliez de hip-hop tout à l'heure parce que justement je voulais que vous nous expliquiez de quoi MC Solar est-il le symbole finalement, parce que vous le citez là-dedans, votre personnage achète le premier album d'MC Solar. Il fait pas le pas d'après qui consisterait à acheter Paris sous les bombes de NTM. MC Solar c'était un hip-hop qui était très compatible avec les salles des profs en fait. On pouvait le relier très facilement à une lignée assez inoffensive, donc il y avait un petit peu une dénonciation des injustices sociales, mais c'était un travail sur la langue, etc. Limite, on avait l'impression qu'il écrivait pour faire des explications de texte ou des commentaires composés, quoi. Alors que NTM avait une brutalité beaucoup plus grande, donc c'était le stade le plus tolérable du hip-hop, quoi, même si c'est là. Pour revenir, enfin pour rentrer un petit peu dans les questions de style, je vais juste lire une phrase en fait, juste une phrase de la page 33. Je ne suis jamais retourné, parce que le personnage donc parle des parcs d'attractions en fait qu'il peut y avoir dans la région parisienne, auxquels il est lié de par sa famille, et il dit « Je ne suis jamais retourné là-bas, ni dans la France miniature, ni dans aucun autre des parcs de mon adolescence, passé au milieu des rochers en plastique et les cris de panique. » Il y a eu, quand votre premier roman est paru, dans la critique, des gens pour dire que vous aviez un style finalement assez neutre, assez plat, assez transparent. Là, je trouve qu'on a quand même quelque chose d'assez, comme ça, en une phrase, avec la façon dont ça tourne, quelque chose au niveau du style qui est assez classe, quoi. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que la littérature, c'est aussi quelque chose que vous, comme un matériau que vous travaillez comme ça, que vous... Bah, spontanément, mais c'est le problème de beaucoup de romanciers, je suis plutôt lyrique, mais c'est une veine qu'il faut que j'arrive à étouffer, donc je l'étouffe derrière de l'information, donc des fois, en fin de chapitre, je laisse passer, là c'est une fin de chapitre, en fait, une fin de phrase. Oui, tout à fait. Je laisse passer comme ça un peu, donc j'essaie d'arbitrer les deux. J'aime bien, il y a un côté le froid, le chaud, et c'est parce qu'on a été très précis sur plein de choses qu'on peut tenter... On le sent pas comme ça que vous avez une tendance débordante au lyrisme. Non, puis là en plus je suis content parce que je me dis qu'est-ce que c'est qu'un parc d'attractions, c'est des rochers en plastique et des cris de panique, fondamentalement résumé d'un pur point de vue impressionniste, c'est ça qu'en fait on perçoit. Donc non, c'est pas une question facile à arbitrer. Spontanément, vraiment ma veine est lyrique, je le sais. Mais comme je m'intéresse à... Enfin, l'idée, en fait, pour le dire simplement, c'est que c'est plus rigolo de faire exister un lyrisme dans des lieux nouveaux. Si à chaque fois mes personnages tombaient amoureux sur le pont des Arts, ce serait moins marrant que s'ils vivaient des grandes scènes, comme à un moment au début du bouquin, il vit une grande scène d'amour sur une dalle superposée de la ville nouvelle de Cergy-Pontois. Je me dis, bah ça a quand même plus de sens. Et du coup, j'arrive d'un coup à mêler un peu de lyrisme à une description assez technique de ce que ça a été que l'urbanisme sur dalle. Et c'est vrai que si on met les choses à plat, l'urbanisme sur dalle, on peut le considérer comme une aberration, mais c'est d'un pur point de vue anthropologique. Qu'est-ce que c'est que cette espèce, à un moment, qui décide de se couper du sol et de vivre sur des dalles? Il s'est passé quelque chose. Donc c'est pas... Voilà, tout ça... En gros, stylistiquement, j'ai un peu un syndrome je suis pas bègue, hein, mais je parle très vite, mais j'ai un peu un syndrome de bègue qui parle vite pour pas bégayer, ouais, c'est ça. Donc j'écris très vite parce que j'ai plein d'idées, donc plus je vais vite, plus j'arrive à passer des idées, puis au bout d'un moment, je me relâche et je laisse passer un peu de lyrisme. Et oui, je me demandais justement par rapport à vos techniques d'écriture, je me demandais comment vous travaillez, parce que donc, vos romans font toujours un petit peu la même taille, hein, ils paraissent dans le temps de manière assez régulière. Est-ce que c'est pendant tout ce temps, vous accumulez des notes, vous travaillez progressivement, comme ça, etc., puis à la fin, ça forme un tout? Ou alors est-ce que, par exemple, vous prenez 4 mois pendant lesquels vous enfermez et vous faites que bosser? En gros, c'est à peu près toujours pareil. Je rêve beaucoup du roman, je fais plein de recherches. Pendant 6 mois, entre 6 mois et 1 an, mais je travaille pas du tout. Je fais plein de recherches, et puis en fait, quand je me mets à travailler brutalement, je touche plus du tout mes recherches. Donc je les refais en fait, je me souviens qu'il y avait des trucs, donc je refais des recherches sur Google, quoi. Si j'avais, tiens, cet architecte des années 60 est hyper intéressant, je vais pas reconsulter le dossier, donc je vais refaire des recherches sur lui. Puis ça me fait des pauses dans le travail. En fait, toute la partie, si j'écris une phrase et si d'un coup je fais des recherches très longues sur Internet, bah la demi-heure de recherche Internet, c'est comme des pauses, donc en fait c'est très agréable à faire. C'est que je fume pas, c'est comme si je fumais.
Grosso modo, donc j'écris très très vite, le plus vite possible. Je m'enferme pas, hein, ça me prend 9 mois, mais 9 mois vraiment pas sérieux. En gros, le calcul est facile à faire. Hein. Si on divise un roman de 500 pages par bloc, si j'écris, je crois, 3000 signes par jour pendant 6 mois, c'est réglé, quoi. En fait, c'est pas, si on travaille quotidiennement, ça va. Donc je travaille très intensément, mais pas beaucoup, parce que ça brûle beaucoup de calories mentales, et ça laisse plutôt épuisé, en fait. Et j'arrive à un premier jet qui est vraiment toujours catastrophique, où j'ai sauté des passages, où il y a plein de problèmes, etc. Et là, j'ai l'impression que le roman est fini. Donc je l'enverrai jamais à mon éditeur, mais à partir du moment où il est fini, ça me prend à peu près 9 mois cette phase d'écriture. Et quand il est fini, je suis tellement content que ce soit fini que j'ai plus peur d'aller regarder là où il y a des problèmes. Et je passe les 9 mois qui suivent à réparer les problèmes. Donc, c'est là que vous travaillez avec l'éditeur, précisément. Non, non, ça c'est encore tout seul. C'est genre il y a 4 mois d'une première lecture qui dure 4 mois, qui est très pénible. Après une deuxième lecture qui dure 3 mois. Enfin voilà. À la fin, donc en gros, au final, je fais 6 gros travail comme ça de relecture. À la fin, je connais le livre par cœur. Si on me dit un début de phrase, je peux finir la phrase. Je le dirai pas là parce que ça fait longtemps que je l'ai fini. Donc, mais vous pouvez tenter, on peut tenter au hasard. Mais normalement, à la fin, je connais le livre par cœur. Puis à ce moment-là, je l'envoie et il y a tout le travail qui est. J'aurais tendance à être un peu. Avant, j'aurais tendance à être un peu orgueilleux de dire que c'était pas du travail, mais le travail de mise en forme, c'est pas tant avec l'éditeur, c'est plutôt avec la préparation de copie, avec le correcteur, etc. Très très dur comme travail, mais c'est hyper intéressant, enfin, c'est hyper intense, de moments où je réfléchis vraiment, là il y a un problème, est-ce que je le garde, est-ce que je le résous, etc. C'est un travail assez marrant. Ça c'est l'aspect, c'est le beau côté de la littérature en France, c'est que ça reste industriel, donc ça veut dire que leurs process sont plutôt bons. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, mais ils ont quand même une forte capacité à détecter les incohérences que j'aurais pu laisser, etc. Il y a une idée que j'ai piquée sur France Culture, c'est que le cœur du roman, il est physiquement au cœur du livre. Et donc quand on ouvre le dernier livre que vous avez écrit et qu'on arrive à la page 238, on parle plus de Paris, on parle de Londres à cet endroit-là. Et il y a une phrase précisément qui dit « La révolution industrielle anglaise avait ridiculisé la révolution française et son concept, capricieux et futile, de révolution politique. » Et en fait, même au-delà du cœur du roman, j'ai l'impression que c'est aussi le cœur de votre travail en général, c'est-à-dire que finalement les vraies révolutions, elles ne sont pas politiques, elles sont, enfin en France en tout cas, elles sont techniques, technologiques. C'était tout le sujet du précédent roman, c'est que qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que le tremplin néolithique, qu'est-ce qui s'est passé, et en fait l'idée que ce qu'on a mis en place en France de façon très visible et très explicite après-guerre, avec les plans quinquennaux, un calcul, enfin une technocratie vraiment triomphante qui prend en main la France, vraiment le 30 glorieux, c'est ça en quelque sorte. En fait, ça met que des mots sur ce qu'on fait depuis le début. L'humanité est technocratique depuis le début. Ouais, c'est une idée. Je me suis assez peu départi de cette idée en fait. Ouais. Et effectivement, là en plus le point de départ du bouquin, c'est un Dickens que j'avais pas lu à l'époque qui s'appelle Conte de deux cités, qu'oppose justement Paris et Londres. Et j'avais voulu faire un conte de deux cités justement, donc c'était important d'avoir un moment, une opposition. Et donc depuis je l'ai lu, donc plutôt un livre sur la Révolution d'ailleurs, donc c'est assez marrant, un point de vue anglais un petit peu terrifié sur la Révolution française, très beau livre. Et donc c'était marrant en plus de les opposer comme elles avaient pu être opposées dans l'imaginaire français, parce que Londres avait réussi la fusion, avait fait le Grand Londres et Paris avait pas fait le Grand Londres. Et puis Paris, c'est aussi un syndrome de complexe. Paris est la capitale de la modernité politique, en fait, c'est là où le vieux monde est mort quand Louis XVI a été décapité. Et puis ce grand mythe français que la modernité politique c'est tout, peut-être qu'en fait c'est pas grand-chose et que la vraie révolution c'est plutôt la machine de Watt qui a généré des choses. Donc, voilà, enfin c'est une question ouverte, hein, mais ça m'intéresse d'aller toujours confronter politique humaine et gestion des choses en fait. Et j'ai toujours des moments un peu complotistes, pour de faux, mais où j'imagine qu'on est entre les mains des choses et que c'est les choses qui nous gouvernent. J'imaginais dans l'aménagement du territoire une sorte de banque d'ordinateur d'une banque centrale primitive qui corrélait la qualité des moissons à la taille des champs, etc. Et donc j'imaginais des calculs comme ça où d'un coup on est devenu des dépendances de la machine. C'est Karl Kraus qui a une belle formule pour ça, il parle de vices il le déplore, hein, mais que nous, dans les sociétés modernes, nous devenons les vices de nos propres outils. Mais bon, malgré tout, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est intéressant pour moi en tant que romancier, parce que ça permet d'avoir des moments un peu macro, comme ça, de raconter de très haut, rapprochés. Et effectivement, à un moment, on ne peut pas parler des villes aujourd'hui sans tenir compte du fait que l'humanité, je crois que la bascule s'est produite il y a 10 ou 15 ans, l'humanité est devenue une espèce majoritairement urbaine.
on peut pas tenir compte des villes, parce qu'on oppose Paris, la campagne, Paris, la province, etc. Mais si on est strict, enfin, si on suit les catégories que l'INSEE a mis au point, pour dire qui est urbain, qui est pas urbain en France, tout le monde est urbain, en fait. Parce que on vit toujours à proximité d'équipements, machin. Donc, Et puis ça, un moment, c'est un moment un peu, ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est un moment où la Terre est lumineuse vu l'espace dans la nuit parce qu'elle a des villes. C'est le moment où on brûle massivement nos réserves de carbone pour rendre incandescentes nos villes. Et puis c'est le moment où, je pense de loin, l'urbanisation ressemble à une maladie. Ce serait comme si on assistait à une termitière qui avait un cancer terminal et qui prendrait d'un coup possession de la Terre. Ce serait un peu flippant. Donc vu de l'intérieur, nos villes sont très douces et c'est agréable, mais on peut pas s'empêcher de se dire que là, il y a un risque très fort que court l'humanité. Mais qu'il y a un risque très beau aussi, parce que c'est la transformation. On parle beaucoup d'artificialisation des sols, etc., mais c'est aussi progressivement la transformation. C'était les grandes intuitions des premiers penseurs des années 60 de la Terre comme totalité. C'est la transformation de la Terre en vaisseau spatial. Donc bon, après tout, on va peut-être pas la construire, on va peut-être pas le construire, le vaisseau spatial, on l'a peut-être déjà. Et alors, dans ce roman, on parle beaucoup, donc, pour revenir un peu à ce personnage, on parle beaucoup donc, de la droite, en fait, politiquement, des gens qui l'ont amené à Sarkozy, de ses conseillers, etc., même si Sarkozy n'est jamais nommé. On voit un petit peu, donc, comme ça, l'ascension du personnage qui va devenir un président de la République, comment les gens autour de lui vont faire ce qu'ils ont à faire, et puis finalement, sa disparition du jeu politique. Mais il n'y a pas du tout, à aucun moment, dans le champ de vision du personnage, et enfin de tout le monde d'ailleurs, la gauche n'apparaît en fait, c'est même pas des idées, et même dans le 93 qu'on pourrait imaginer, et c'est même le contraire, c'est dans le 93 que se refonde d'une certaine manière le capitalisme d'une manière plus moderne. C'est vrai, en fait j'ai voulu raconter ce qu'on appelle aujourd'hui, ça semble déjà vieux maintenant, mais le moment gramscien de la droite. C'est le moment où la droite gagne la bataille des idées, et qui correspond... J'étais dans une dédicace hier à Metz et j'ai eu cette phrase malheureuse, le moment où Zemmour succède à Bourdieu comme intellectuel. Non, je ne le redirai pas. Mais parce que ça fait crier. Ouais. Non, mais c'était un peu trop fort parce qu'en fait il y a intellectuel et intellectuel en fait. Ils sont pas, non, voilà, on compare deux choses qui sont pas comparables. Mais malgré tout, il y a eu une certaine droitisation et en tout cas qui a été extrêmement incarnée et manipulée par Nicolas Sarkozy. Les thèmes ont existé et puis. Avant qu'il y ait la catastrophe du 21 avril 2002, je me souviens que les commentateurs politiques au moment de l'élection entre Jospin et Chirac, parce que Chirac était probablement pas vraiment de droite en fait tout simplement, mais se prenait la tête, n'arrivait pas à dire quelle est la différence entre la gauche et la droite. Et il n'y arrivait pas vraiment, il y avait un moment, c'est comme si le jeu était bloqué. Et quand Nicolas Sarkozy arrive, entre le ministère de l'Identité nationale, obsession sur la sécurité, le côté travailler plus pour gagner plus, etc., il a refabriqué un logiciel de droite. Après la question c'est pas de dire c'est bien ou mal, mais il a refabriqué un logiciel de droite qui fonctionnait. Il a refabriqué de la différence entre la droite et la gauche. Donc ça, ne serait-ce que pour ça, je dis c'est pas mal. Il a ressuscité un machin qui était mort. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que là, contemporainement, on le revoit mourir avec le gouvernement de Macron. Mais donc voilà, je voulais raconter quand même ce moment qui était en plus lié à des parcours d'intellectuels, qui venaient du gauchisme. Il y en a quand même pas mal qui ont basculé dans le sarkozysme, soutien assez fort à Sarkozy en 2007, même de Philippe Val, qui vient vraiment pas de là, à Glucksmann, etc. Il y a eu un moment de bascule comme ça de beaucoup d'intellectuels qui ont été séduits comme ça par le joueur de flûte qui a été Nicolas Sarkozy. Et puis fondamentalement, ça m'intéresse, parce que c'est une question que les Français aiment bien se poser. Qu'est-ce que c'est qu'être de droite, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, etc. Donc je reviens aux origines. J'ai trouvé ça, je pense que c'est vrai, j'ai pas vérifié drastiquement, mais je crois que c'est Guillotin, l'inventeur de la guillotine, qui est aussi le père de la séparation, de fabriquer l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui imite les hémicycles de dissection de médecine, et donc du coup, c'est comme ça que la droite et la gauche apparaissent, en tout cas en France. C'est juste parce que le type qui fabrique la représentation nationale, au lieu de faire un truc façon jeu de paume style anglais, décide de faire un hémicycle comme une salle d'autopsie. Donc il y a tout un jeu comme ça sur la droite et la gauche. Pourquoi est-ce que les miroirs inversent la droite et la gauche, pas le haut et la bas, etc. C'est des petits jeux métaphysiques qui sont rigolos, et puis au final j'essaie de tirer les lignes pour voir ce que c'est, parce que j'aimais bien raconter un roman. C'est l'histoire d'un jeune homme de droite qui rencontre la droite à son dernier grand instant de triomphe qui a été l'élection de Sarkozy en 2007. Ouais. Donc c'est vrai que la gauche, elle est un peu nommée à un moment quand Sarkozy se moque de Delanoë, mais c'est tout, elle est assez peu présente. Ouais. Ouais. On découvre avec ce roman aussi qu'il y a énormément de zones blanches ou de zones grises autour de Paris,
des débuts de projets d'aménagement, de villes ou d'autoroutes qui sont commencées, etc. On a l'impression que tous les 3-4 chapitres, on découvre de nouveaux territoires à conquérir, à bâtir. C'est des territoires que vous avez vous-même parcourus à vélo, parce que je sais que vous êtes cycliste. Quelques-uns, oui. Alors, là, en l'occurrence, non. Celui-ci, non, parce que c'est une autoroute qui s'arrête brutalement et je pouvais pas le faire. Mais c'était presque trop beau pour être vrai. C'est une autoroute qui a été construite et qui a été arrêtée. C'est un des premiers projets qui est arrêté pour des raisons de... En gros, les riverains étaient contre. Et cette autoroute s'arrête net. Et donc là, j'ai fait des recherches sur Google Maps, vraiment très bêtement, et elle tombe sur le fameux Quick Halal de Rosny-sous-Bois, qui a été un élément, ça a l'air vieux, tout ça, et un peu ridicule, mais ça a été... C'est vrai que ça vieillit vite. Voilà, mais ça a été un élément de débat politique. Il y a eu vraiment des émissions de télé sur le Quick Halal de Rosny-sous-Bois, donc ça m'amusait de le représenter là. Et puis j'imagine d'un coup cette espèce de desserrement urbain, et puis j'imagine en caricaturant le truc, parce que c'est une vision un peu fantasmatique, que ces espèces d'endroits ont été colonisés par une peuplade inconnue, c'est plus ou moins des Roms, c'est pas dit comme ça, mais qui brûlent les matelas, qui créent une sorte de fumée opaque autour d'eux, et qui s'installent dans les ruines avec cette espèce de fantasme qui était déjà le fantasme de mon narrateur enfant, qui est d'ailleurs le grand fantasme de Gaulle, son préfet de l'ouvrier qui décide de fabriquer les villes nouvelles. Nettoyez-moi ce bordel. La banlieue comme bordel, à un moment, c'est un chaos. Mais c'est aussi un chaos. Là, en l'occurrence, ces espèces de camps de Rome, etc., c'est le lieu d'une expérience urbaine toujours renouvelée. C'est le lieu où la ville se dévore elle-même et fabrique, même si c'est mythique, hein, c'est pas comme ça, mais fabrique de la nouvelle ville avec les rebuts d'elle-même. Ouais. Et là, en l'espèce, le Grand Paris Express, c'est plutôt un projet en créant justement de la valeur foncière pour résorber les dernières anomalies, les derniers vides de la banlieue parisienne. Redensifier tout ça pour toujours, quoi. Faire une ville... c'est un peu le malheur de Paris, c'est d'être une ville dense, ouais. Et d'être une île aussi au milieu. Là, c'est frappant parce que je suis venu en train, évidemment. Mais c'était vraiment une île, la solitude de Paris vue du ciel. Aucune ville d'Europe est entourée par un hinterland aussi vide, quoi. Il y a un rayon de 100 km où il n'y a rien. Et je voulais vous demander, là justement, vous évoquiez ce nouveau gouvernement. La ministre de la Culture est éditrice, mais elle a été urbaniste aussi, elle a fait des études d'urbanisme. Ah, je ne savais pas, oui. Et elle a travaillé dans un ministère à la direction de l'architecture en Belgique à l'époque. C'est une bonne nouvelle, vous pensez ? Là, d'un coup, ouais, c'est le combo parfait, quoi. Si je suis pas chevalier des arts et des lettres dans 5 ans, il y aura un problème, quoi. Ah non, je savais pas du tout qu'elle avait été urbaniste. Bon, merci, on va boire un coup. Merci beaucoup. Merci. Nouvelle page de la construction urbaine sous le Grand Paris est aujourd'hui un laboratoire gigantesque chantier observé par le monde en faire en sorte que chacun puisse être acteur de la construction du Grand Paris. Dans les années à venir, il faudra que cette métropole en gestation réinventons la métropole, dessine-moi le Grand Paris. Face à la pénurie de logements et à l'objectif de construction de 60 chaque nouvelle gare et chaque nouvelle connexion reste comme une opportunité est vue comme porteuse d'un dynamisme relier les banlieues entre elles. Continuer à expérimenter le projet est inédit par son ampleur. 200 km de ligne entre les acteurs, la co-construction des échelles de territoire, bien être les maîtres mots de la réussite du Grand Paris de demain.